Bonjour et bienvenue dans ce voyage narratif conçu spécialement pour vous aider à vous détendre et à trouver le sommeil. Dans cet épisode, nous plongeons dans une intrigue captivante avec Hercule Poirot, le célèbre détective belge aux petites cellules grises incroyablement efficaces. Ce récit est parfait pour ceux qui aiment les mystères élégants tout en profitant d'une atmosphère apaisante et relaxante. Alors, allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous emporté par cette histoire audio immersive. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres aventures relaxantes chaque semaine. Bonne écoute et bonne nuit. Dans cette nouvelle enquête, Hercule Poirot se retrouve confronté à un mystère intrigant impliquant un homme vêtu d'un costume marron étrange. Tout commence lorsqu'un riche collectionneur d'art londonien, Sir Reginald Weatherby, est retrouvé mort dans son bureau après avoir reçu une lettre anonyme menaçante. La seule piste tangible est un témoin oculaire affirmant avoir vu un individu suspect portant un costume marron peu avant le meurtre. Intrigué par ce détail apparemment insignifiant, Poirot met ses talents à contribution pour démêler une toile d'intrigue complexe où chaque indice semble cacher une vérité plus profonde. De fausses identités, des secrets familiaux enfouis et une conspiration surprenante attendent notre héros dans cette quête remplie de rebondissements. À travers 8 chapitres riches en suspense et en détails psychologiques, découvrez comment Poirot résout ce cas qui pourrait bien être l'un de ses plus fascinants. Chapitre 1. Une lettre anonyme. La journée était morne et brumeuse lorsque Hercule Poirot se tenait devant la fenêtre de son appartement londonien, observant distraitement les passants pressés sur le trottoir. Le ciel grisâtre semblait refléter son humeur. Il avait terminé une affaire quelques jours plus tôt, mais elle n'avait pas été aussi stimulante que celle qu'il affectionnait particulièrement. Son esprit cherchait déjà un nouveau défi, quelque chose qui pourrait activer ses célèbres petites cellules grises. C'est alors qu'on frappa discrètement à la porte. Poirot sursauta légèrement, car il ne s'attendait à aucune visite inattendue. « Entrez !» lança-t-il d'une voix claire. Un jeune homme timide, vêtu d'un costume mal ajusté, fit timidement son apparition. Il tenait une enveloppe blanche froissée entre ses mains tremblantes. « Monsieur Poirot, je suis désolé de vous déranger, mais mon employeur m'a demandé de venir vous voir au sujet d'une affaire urgente. » Poirot fronça les sourcils, intéressé malgré lui. « Votre employeur, qui est-ce donc? Et pourquoi moi précisément ?» Le jeune homme, visiblement nerveux, baissa les yeux. « C'est Sir Reginald Weatherby. Il est un grand collectionneur d'art, mais il craint pour sa sécurité. Quelqu'un lui a envoyé une lettre menaçante. » Intrigué, Poirot invita l'homme à s'asseoir et prit l'enveloppe qu'il lui tendit. À l'intérieur, il trouva une feuille de papier couverte d'une écriture grossière et maladroite. Les mots étaient simples, mais terrifiants. « Si vous continuez à accumuler richesses illégitimes, vous paierez le prix fort. Arrêtez ou mourrez. » Intéressant, murmura Poirot, tapotant doucement son menton avec son index. « Avez-vous une idée de qui pourrait être derrière cette menace ?» Le messager secoua la tête. « Non, monsieur Poirot. Personne ne connaît vraiment Sir Reginald à part ses proches collaborateurs. Il vit une vie très retirée, mais il est convaincu que cette lettre cache quelque chose de beaucoup plus grave. » Sans perdre une minute, Poirot accepta de rencontrer Sir Reginald dès le lendemain matin. Après tout, une affaire impliquant des menaces directes ne pouvait être ignorée. Ce type de cas exigeait toute son attention. Le jour suivant, accompagné de son ami Arthur Hastings, Poirot se rendit à la demeure luxueuse de Sir Reginald, située dans le quartier chic de Mayfair. L'endroit respirait la richesse et le raffinement, avec ses sculptures antiques et ses tableaux de maître accrochés au mur. Pourtant, une atmosphère pesante planait dans l'air. Sir Reginald, un homme d'une 50aine d'années aux cheveux poivre et sel et à l'allure aristocratique, les reçut dans son bureau spacieux. Il semblait préoccupé, jetant constamment des regards anxieux vers la porte comme s'il craignait une intrusion imminente. «
Monsieur Poirot, je suis ravi que vous soyez venu. » commença-t-il d'une voix tendue. « Cette lettre, elle m'a glacé le sang. J'ai toujours su que mes affaires attiraient des envieux, mais jamais je n'aurais imaginé qu'ils iraient aussi loin. » Poirot inclina la tête, examinant attentivement son interlocuteur. « Permettez-moi de poser quelques questions, Sir Reginald. Savez-vous si quelqu'un en particulier pourrait nourrir des griefs contre vous? Peut-être un concurrent jaloux ou un ancien associé mécontent ?» Le collectionneur soupira profondément. « Honnêtement, je ne vois personne. Mes transactions sont légales et j'ai toujours traité mes partenaires avec honnêteté. Cependant, il marqua une pause, comme s'il hésitait à poursuivre. « Oui, encouragez-vous à parler librement, Sir Reginald. Chaque détail peut s'avérer crucial. » Finalement, l'homme se décida. « Il y a eu une vente récente, un tableau que j'ai acquis à grande peine. Certains prétendent qu'il aurait pu être volé, mais je peux vous assurer que toutes les vérifications ont été faites. Ce tableau est authentique et son propriétaire précédent l'a vendu volontairement. » Poirot hocha la tête pensivement. « Très bien. Maintenant, permettez-moi de jeter un coup d'œil autour de votre maison. Parfois, les lieux eux-mêmes peuvent parler. » Avec l'autorisation de Sir Reginald, Poirot et Hastings explorèrent la demeure, notant chaque objet d'art et chaque détail architectural. Tout semblait en ordre, jusqu'à ce que Poirot remarque une petite tache de boue près de l'entrée principale. Un détail minuscule, certes, mais suffisant pour alimenter sa curiosité. Ce soir-là, tandis qu'ils regagnaient leur logement, Hastings rompit le silence. « Que pensez-vous de tout cela, vieux camarade ?» Poirot sourit mystérieusement. « Ah, Hastings, mon ami, cette affaire promet d'être passionnante, car je crois que nous sommes sur le point de découvrir quelque chose de beaucoup plus complexe qu'une simple vengeance. Mais pour l'instant, gardons cela pour nous. » Et ainsi, le mystère du costume marron commençait à prendre forme. Chapitre 2. L'ombre du costume marron. La nuit suivante, alors que Poirot et Hastings se préparaient à dîner dans un petit restaurant tranquille près de leur appartement, un coup de téléphone inattendu interrompit leur conversation. La voix au bout du fil était celle d'un domestique paniqué de Sir Reginald Weatherby. « Monsieur Poirot !» s'écria-t-il essoufflé. « Il faut venir immédiatement. Sir Reginald, il a été retrouvé mort dans son bureau. » Poirot posa calmement sa fourchette, ses sourcils parfaitement dessinés se fronçant sous l'effet de la concentration. « Ne bougez pas, je serai là dans une demi-heure, » répondit-il avant de raccrocher. Hastings, qui avait suivi la conversation avec attention, regarda son ami avec des yeux écarquillés. « Mort, déjà? Mais nous venons juste de commencer notre enquête. » Le détective belge ajusta sa cravate avec une précision méticuleuse. « Cela ne fait que confirmer mes soupçons, Hastings. Cette affaire est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Allons-y sans perdre une minute. » Lorsqu'ils arrivèrent sur place, la maison de Sir Reginald était déjà envahie par les autorités locales. Des policiers en uniforme patrouillaient dans les couloirs tandis que le médecin légiste inspectait le corps étendu sur le sol du bureau. Sir Reginald gisait face contre terre, une expression figée de surprise sur son visage aristocratique. Une flaque de sang s'étalait autour de lui, provenant d'une blessure à la tempe. Poirot se pencha pour examiner attentivement la scène. « Intéressant » murmura-t-il, notant mentalement chaque détail. La position du corps, l'emplacement de l'arme, un lourd candélabre en argent et les empreintes partielles sur le tapis. Un inspecteur de Scotland Yard, nommé Japp, s'approcha avec un air familier. « Ah, Poirot, toujours aussi prompt, je vois. Qu'en pensez-vous, suicide ou meurtre ?» Poirot secoua légèrement la tête. « Je ne crois pas au suicide, mon cher Japp. Observez cela. L'angle de la blessure est trop imprécis pour être auto-infligé. De plus, pourquoi un homme aussi riche et respecté choisirait-il de mettre fin à ses jours dans un tel désordre? Non, non, ceci est un meurtre. Et quelqu'un a pris grand soin de faire croire au contraire. » Japp gratta son menton mal rasé, visiblement impressionné. « Vous avez peut-être raison,
Mais où est le tueur? Nous avons interrogé tout le personnel et personne ne semble avoir vu ou entendu quoi que ce soit. C'est alors que Poirot releva un point crucial. Avez-vous interrogé les voisins? Y a-t-il eu des témoins oculaires dans la rue? L'inspecteur haussa les épaules. Rien de concret pour l'instant, mais attendez, il y a une femme qui prétend avoir vu un homme suspect traîner dans le coin peu après minuit. Elle dit qu'il portait un costume marron. Un frisson parcourut Poirot. Le costume marron. Ce détail semblait soudain prendre une importance capitale. « Montrez-moi cette femme, Japp. Je dois lui parler. » Ils trouvèrent la femme en question, une vieille dame nommée Mrs. Penelope Hargrave, assise dans un fauteuil à l'entrée. Elle tremblait légèrement, mais ses souvenirs étaient clairs. Oui, c'était un homme plutôt grand, avec une démarche rapide. Il portait un costume marron foncé, presque terne, comme si c'était un vêtement vieux ou usé. Je l'ai remarqué, parce qu'il ne correspondait pas vraiment à ce quartier chic. Il regardait autour de lui comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. Poirot hocha gravement la tête. « Merci, madame. Votre témoignage est extrêmement précieux. Maintenant, permettez-moi de réfléchir un instant. » Retournant dans le bureau de Sir Reginald, Poirot passa en revue chaque recoin de la pièce. Ses doigts fins effleurèrent les objets exposés, cherchant des indices invisibles aux yeux des autres. Soudain, son regard fut attiré par une fenêtre entr'ouverte, donnant sur une petite ruelle adjacente. Une branche cassée sur le rebord extérieur indiquait qu'elle avait été forcée récemment. « Hastings !» appela-t-il. « Venez voir ceci, notre assassin n'est pas entré par la porte principale. Il a escaladé cette fenêtre depuis l'extérieur. Mais pourquoi? Pourquoi prendre autant de risques ?» Hastings se gratta la tête. Peut-être pour éviter d'être vu par les domestiques, ou pour créer une diversion. Poirot sourit, légèrement. « Exactement. Ce tueur est intelligent, Hastings. Très intelligent. Et ce costume marron, il cache certainement quelque chose. » Avec ces nouvelles informations en main, Poirot décida de creuser davantage dans le passé de Sir Reginald. Il demanda à Hastings de collecter tous les documents financiers liés aux transactions récentes du collectionneur, notamment celles concernant le fameux tableau contesté. Pendant ce temps, il retourna dans le quartier pour interroger davantage les résidents locaux. Ce qu'il découvrit le laissa perplexe. Plusieurs personnes avaient effectivement remarqué un individu correspondant à la description donnée par Mrs. Hargrave. Mais, curieusement, aucune d'entre elles ne pouvait fournir un signalement précis du visage de cet homme, comme s'il avait pris soin de rester dans l'ombre. De retour chez lui tard dans la nuit, Poirot s'assit devant son bureau, plongé dans ses pensées. Son esprit travaillait fébrilement, connectant les points entre les différentes pièces du puzzle. Le costume marron, la lettre anonyme, le tableau volé, tout semblait converger vers un seul et unique objectif, découvrir la véritable identité de l'homme derrière ses crimes. Mais qui était-il vraiment? Et surtout, pourquoi avait-il choisi Sir Reginald comme cible? Chapitre 3. Les secrets cachés derrière le tableau. Le lendemain matin, Hercule Poirot se réveilla avec une détermination renouvelée. Après avoir passé une grande partie de la nuit à analyser mentalement les faits de l'affaire, il avait formulé plusieurs hypothèses prometteuses. Le tableau contesté, un chef-d'œuvre attribué au peintre italien Renaissance Sandro Botticelli, semblait être au cœur du mystère. Mais pourquoi quelqu'un serait-il prêt à tuer pour un simple objet d'art? Hastings, appela-t-il en ajustant sa cravate devant son miroir. Préparez-vous, nous avons une journée chargée devant nous. D'abord, je veux examiner ce fameux tableau de plus près. Ensuite, nous devrons interroger quelques-uns des anciens associés de Sir Reginald. Hastings apparut dans l'encadrement de la porte, encore ensommeillé mais curieux. Vous pensez vraiment que le tableau est lié au meurtre? Poirot sourit, mystérieusement. Tout est lié, mon ami. Rien n'est jamais fortuit dans ce genre d'enquête. Maintenant, suivez-moi. Le temps presse.
Ils se rendirent directement au musée où le tableau était temporairement exposé, conformément aux souhaits de Sir Reginald avant sa mort. Une fois sur place, Poirot demanda à voir l'œuvre en privé, prétextant une expertise particulière. Il passa plusieurs minutes à observer minutieusement chaque détail, les couleurs vibrantes, les textures subtiles, les signatures cachées dans les motifs. Soudain, ses yeux s'illuminèrent. « Ah, voilà qui est intéressant !» Hastings, penché par-dessus son épaule, ne remarqua rien d'anormal. « Qu'y a-t-il, Poirot ? Je ne vois rien de suspect ici. » Le détective désigna discrètement une petite marque gravée à la base du cadre doré. Ce sigle me sait. Voyez-vous cela, Hastings? Ce n'est pas une signature habituelle pour Botticelli. En fait, je dirais que cela ressemble davantage à un code ou à un symbole personnel. Hastings fronça les sourcils. Un code? Pourquoi quelqu'un graverait-il un code sur un tableau aussi précieux? Parce qu'il cache quelque chose, répondit Poirot simplement, et notre assassin pourrait bien être au courant. Sur ces mots, ils quittèrent le musée pour se rendre à la prochaine étape de leur enquête. Une rencontre avec un ancien partenaire commercial de Sir Reginald, un certain Mr. Victor Langley. Connu pour ses transactions opaques et ses relations ambiguës dans le monde de l'art, Langley était considéré comme l'une des figures les plus influentes et les plus controversées du secteur. Lorsqu'ils arrivèrent à son bureau luxueux, situé dans le quartier financier de Londres, ils furent accueillis par un homme élégamment vêtu, aux manières polies mais distantes. « Messieurs, je vous écoute. De quoi puis-je vous être utile ?» Poirot adopta une approche subtile. « Nous enquêtons sur la mort tragique de Sir Reginald Weatherby. Comme vous étiez l'un de ses principaux collaborateurs, nous espérions que vous pourriez nous éclairer sur certains aspects de ces affaires récentes. » L'Anglais haussa un sourcil. « Sir Reginald, un homme admirable, certes, mais aussi extrêmement prudent. Je doute qu'il ait partagé beaucoup de choses avec moi ces derniers temps. Nos chemins se sont séparés depuis quelque temps. » Cependant, Poirot percevait clairement une tension sous-jacente dans ses propos. « Vraiment ? Et pourtant, j'ai entendu dire que vous aviez tenté d'acquérir ce tableau Botticelli avant que Sir Reginald ne le rachète. Ne seriez-vous pas légèrement contrarié par cette perte ?» Le visage de l'Anglais demeura impassible, mais ses mains trahirent une nervosité soudaine lorsqu'il croisa ses doigts trop serrés. « J'ai perdu beaucoup d'enchères au fil des ans, Monsieur Poirot. Ce n'est pas une raison suffisante pour nourrir des griefs contre quelqu'un. » Bien que l'Anglais nie toute implication, Poirot nota mentalement son comportement défensif. Avant de partir, il posa une dernière question cruciale. « Avez-vous vu ou entendu parler d'un individu portant un costume marron dans les cercles artistiques récemment ?» Cette fois, l'Anglais hésita imperceptiblement avant de répondre. « Non, personne de tel ne me vient à l'esprit. Mais pourquoi cette obsession autour d'un simple vêtement ?» Une fois dehors, Hastings regarda Poirot avec admiration. « Vous avez remarqué ça aussi, n'est-ce pas? Son hésitation, naturellement, Hastings. Chaque pause, chaque silence peut révéler une vérité cachée, mais pour l'instant, concentrons-nous sur les faits tangibles. » Ce soir-là, de retour chez lui, Poirot passa en revue toutes les informations recueillies jusqu'à présent. Le statut du tableau, le sigle mystérieux, le comportement étrange de l'Anglais, tout semblait pointer vers une conspiration plus large que prévu. Mais une question restait sans réponse. Qui était véritablement l'homme au costume marron? Alors qu'il s'apprêtait à se retirer pour la nuit, un coup discret frappa à sa porte. Surpris, il ouvrit pour découvrir une silhouette encapuchonnée debout dans l'embrasure. « Monsieur Poirot », murmura l'inconnu d'une voix basse et tremblante, « j'ai quelque chose à vous dire, quelque chose que vous devez savoir au sujet du tableau. » Chapitre 4. L'inconnu au chapeau. La silhouette encapuchonnée restait immobile dans l'encadrement de la porte, ses traits dissimulés sous un large chapeau noir.
Hercule Poirot, bien que surpris, conserva son calme habituel. « Entrez, je vous en prie, dit-il d'une voix douce mais ferme. Il est tard, et je suppose que votre visite n'est pas sans importance. » L'inconnu hésita un instant avant de franchir le seuil. Une fois à l'intérieur, il retira lentement son chapeau, révélant un visage jeune mais marqué par l'anxiété. C'était une femme, probablement dans la trentaine, avec des yeux noirs brillants de peur et de détermination. « Monsieur Poirot », murmura-t-elle, jetant un regard nerveux vers la porte derrière elle. « Je ne sais pas si je fais bien de venir ici, mais je ne peux plus garder cela pour moi. Ce tableau, ce Botticelli, il cache quelque chose de terrible. » Poirot s'approcha de son bureau et fit signe à la femme de s'asseoir. « Racontez-moi tout, madame. Qui êtes-vous et pourquoi me parler maintenant ?» La femme prit une profonde inspiration, comme si chaque mot pesait lourd sur sa conscience. « Mon nom est Eleanor Whitmore. J'étais autrefois assistante de Sir Reginald Weatherby, mais ce n'est pas tout. J'ai aussi travaillé pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a beaucoup à voir avec cette affaire. » Hastings, qui avait suivi la scène depuis l'ombre, intervint discrètement. Quelqu'un comme Victor Langley, peut-être? Eleanor blêmit légèrement, mais acquiesça. « Oui, c'est exact. Mr. Langley m'a engagé il y a quelques mois pour récupérer certaines informations confidentielles sur les transactions de Sir Reginald. Au début, je pensais simplement qu'il voulait avoir un avantage commercial. Mais ce n'était qu'une façade. Il cherchait en réalité quelque chose de bien plus précieux. » Poirot pencha légèrement la tête, ses sourcils parfaitement dessinés se fronçant sous l'effet de la concentration. « Continuez, Madame Whitmore. Quel était cet objet si précieux ?» Eleanor baissa la voix, comme si elle craignait d'être entendue malgré la solitude de la nuit. « Le tableau. Ce Botticelli n'est pas seulement une œuvre d'art. Il contient un secret que Sir Reginald ignorait jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À l'intérieur du cadre, derrière plusieurs couches de bois sculptées, il y a une petite cavité. Et dans cette cavité, un document ancien. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Hastings ouvrit la bouche pour poser une question, mais Poirot leva une main pour l'interrompre. « Un document ancien, dites-vous? De quoi s'agit-il exactement ?» Eleanor secoua la tête, visiblement troublée. « Je ne sais pas précisément. Tout ce que je sais, c'est que M. Langley semblait prêt à tout pour mettre la main dessus. Il m'a ordonné de voler le tableau dès que Sir Reginald l'aurait acquis, mais je n'ai pas osé. Alors, il a trouvé quelqu'un d'autre. » Le détective belge tapota doucement son menton, absorbé par ces nouvelles informations. « Et cet autre serait notre homme au costume marron, n'est-ce pas ?» La femme hocha gravement la tête. « Je pense que oui. Je ne l'ai vu qu'une seule, un point de loin, mais il correspond à la description donnée par les témoins. Il travaille pour messieurs Langley, ou du moins, il lui obéit aveuglément. » Hastings intervint à nouveau, incapable de contenir sa curiosité. « Mais pourquoi tuer Sir Reginald? Pourquoi ne pas simplement prendre le tableau tranquillement ?» Eleanor soupira, son regard triste reflétant toute la complexité de la situation. « Parce que Sir Reginald avait découvert la vérité. Juste avant sa mort, il m'a convoqué dans son bureau et m'a montré une lettre. Une lettre qui prouvait que le document caché dans le tableau était authentique et extrêmement dangereux. Il avait décidé de le remettre aux autorités historiques pour analyse. Cela aurait ruiné M. Langley et tous ceux impliqués dans cette conspiration. » Poirot se leva brusquement, marchant de long en large dans la pièce. « Très bien, très bien. Nous avons désormais une piste solide, mais une question demeure. Que contient exactement ce document? Et pourquoi est-il si important ?» Eleanor haussa les épaules, impuissante. « Je l'ignore. Peut-être s'agit-il d'une preuve compromettante concernant des crimes passés ou d'un trésor perdu depuis des siècles. Tout ce que je sais, c'est que beaucoup de gens seraient prêts à tuer pour le posséder. » Avant que Poirot puisse poser d'autres questions, Eleanor se leva brusquement, comme prise de panique. « Je dois partir maintenant. Si M. Langley apprend que je vous ai parlé... » Elle s'arrêta net, incapable de terminer sa phrase.
Poirot s'approcha d'elle, posant une main rassurante sur son épaule. « Ne vous inquiétez pas, Madame Whitmore. Vous avez fait le bon choix en venant me voir. Maintenant, laissez-moi gérer cette affaire. Protégez-vous et surtout, restez discrète. » Une fois Eleanor partie, Poirot se tourna vers Hastings avec un sourire en coin. « Eh bien, mon ami, nous avons enfin une direction claire. Mais attention, ce n'est que le début. Cette affaire va devenir bien plus compliquée avant de se résoudre. » Et tandis que la nuit s'étendait autour d'eux, Poirot se plongea dans ses réflexions, connectant chaque nouvelle pièce du puzzle avec une précision méthodique. Le costume marron, le document secret et les motivations troubles de Victor, l'anglais, tout convergeait vers un point final encore invisible, mais terriblement fascinant. Chapitre 5. Le document caché. Le lendemain matin, Hercule Poirot se rendit directement au musée où le Botticelli était exposé. Armé des informations fournies par Eleanor Whitmore, il avait désormais un objectif clair: récupérer le document caché dans le cadre du tableau avant que quelqu'un d'autre ne s'en empare. Accompagné de Hastings, il demanda à parler en privé avec le conservateur en chef du musée. Un homme distingué aux cheveux grisonnants vint les accueillir avec courtoisie. « Monsieur Poirot, je suppose que votre visite est liée à l'affaire Weatherby. » commença-t-il sans détour. Poirot hocha la tête. « Exactement, monsieur. J'ai besoin de procéder à une inspection plus approfondie du tableau. Il pourrait contenir un élément crucial pour résoudre ce meurtre. » Le conservateur fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Vous voulez dire comme une preuve physique ? Plus précisément, un document ancien dissimulé dans le cadre, » répondit Poirot calmement. Le conservateur sembla choqué, mais consentit rapidement. « Très bien, suivez-moi. Nous allons transporter le tableau dans notre laboratoire de restauration. Là-bas, vous pourrez travailler en toute discrétion. » Une fois dans le laboratoire, Poirot passa plusieurs heures à examiner minutieusement chaque recoin du cadre doré. Avec l'aide d'outils spécialisés fournis par le conservateur, il découvrit finalement une petite cavité cachée derrière une fine couche de bois sculpté. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu délicat, se trouvait un rouleau de parchemin jauni par le temps. Hastings, qui observait avec fascination, ne put s'empêcher de murmurer « Croyez-vous vraiment que cela va nous mener à la solution ?» Poirot sourit légèrement. « Tout dépend du contenu, Hastings. Mais une chose est sûre, ce document est au cœur de cette intrigue. » Déroulant lentement le parchemin, ils découvrirent une écriture élégante, mais ancienne, tracée à l'encre noire. Les mots étaient rédigés en latin, une langue que Poirot maîtrisait parfaitement grâce à ses études classiques. Après quelques instants de lecture silencieuse, il releva la tête, son expression indéchiffrable. « Qu'y a-t-il, Poirot ?» demanda Hastings impatient. « De quoi parle-t-il » Le détective prit une profonde inspiration avant de répondre. « Ce document est une lettre écrite par un dignitaire de la Renaissance italienne. Elle décrit une conspiration impliquant plusieurs figures politiques et religieuses de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Elle mentionne également un trésor. Un secret, un artefact considéré comme sacré par certains groupes occultes. » Hastings écarquilla les yeux. « Un trésor, vous voulez dire comme une relique ou quelque chose de similaire ?» Précisément, Hastings. Et selon cette lettre, cet artefact aurait été caché à Florence pendant des siècles, protégé par une société secrète connue sous le nom de Fraternitas Arcana. Mais voici le point crucial. La dernière trace de cet artefact remonte à une vente privée organisée par Sir Reginald Weatherby lui-même. Les implications de cette découverte étaient énormes. Si le Botticelli servait simplement de conteneur pour ce document, alors le meurtre de Sir Reginald prenait une dimension beaucoup plus grande qu'une simple affaire de vol ou de vengeance personnelle. Des forces puissantes étaient probablement impliquées, des individus prêts à tout pour mettre la main sur cet artefact perdu. Avant de quitter le musée,
Poirot prit soin de confier le parchemin à un expert en archéologie pour analyse approfondie. Il savait qu'il devait agir avec prudence. Révéler trop vite ces informations pourrait mettre en danger non seulement lui-même, mais aussi ceux qui l'entouraient. De retour chez lui, Poirot passa une grande partie de la soirée à réfléchir aux événements récents. Chaque détail semblait maintenant s'imbriquer parfaitement dans une toile complexe de mensonges et de secrets. Mais une question demeurait sans réponse. Pourquoi Victor Langlais s'intéressait-il autant à ce trésor? La réponse arriva plus tôt que prévu. Le lendemain matin, alors que Poirot prenait son petit déjeuner, un télégramme urgent fut livré à son appartement. Lorsqu'il l'ouvrit, son visage se durcit instantanément. « Que se passe-t-il, Poirot ?» s'enquit Hastings, intrigué. Le détective tendit le papier à son ami. Une nouvelle victime a été retrouvée morte à Florence. On dit qu'elle faisait partie d'une organisation liée à la Fraternitas Arcana. Hastings blêmit. « Vous croyez que cela a un lien avec notre affaire ?» Poirot acquiesça gravement. « Je le crains, oui, cette enquête dépasse désormais les frontières de Londres. Elle nous entraîne vers des lieux plus lointains et des dangers bien plus grands. » Sans perdre une minute, Poirot décida de se rendre immédiatement à Florence pour enquêter sur place. Il savait que le temps jouait contre eux. Chaque jour passé augmentait le risque que l'artefact tombe entre de mauvaises mains. Mais avant de partir, il prit soin de prévenir Scotland Yard de ses découvertes. L'inspecteur Japp, bien que sceptique au départ, promit de surveiller de près Victor Langlais et ses associés pendant leur absence. « Faites attention là-bas, Poirot », lui lança Japp avant leur départ. « Ces gens-là ne plaisantent pas. » Poirot sourit froidement. « Ne vous inquiétez pas, Japp. Je sais exactement avec qui je vais jouer ce jeu. » Et ainsi, armé de ses petites cellules grises et de sa détermination légendaire, Hercule Poirot s'apprêtait à plonger au cœur d'une conspiration internationale où chaque indice menait à une vérité encore plus troublante que la précédente. Chapitre 6. Les ombres de Florence. Le voyage jusqu'à Florence fut long mais nécessaire. Hercule Poirot, accompagné de Hastings, débarqua dans la ville italienne sous un ciel bleu-azur qui contrastait étrangement avec l'atmosphère sombre de leur mission. Les ruelles pavées, bordées d'immeubles anciens aux façades ocres, semblaient murmurer des secrets enfouis depuis des siècles. Leur première destination était le palais, où la victime avait été découverte. Un homme d'une cinquantaine d'années, membre d'une société secrète connue sous le nom de Fraternitas Arcana, avait été retrouvé mort dans une bibliothèque privée remplie de manuscrits anciens et d'objets sacrés. Le corps présentait des marques étranges sur le torse, comme si une cérémonie rituelle avait eu lieu avant son trépas. Pendant que les autorités locales menaient leurs investigations, Poirot prit soin d'examiner chaque détail lui-même. Il nota particulièrement une inscription gravée sur le sol près du cadavre. « Veritas in umbra ». La vérité est dans l'ombre. Curieux, très curieux, murmura-t-il pour lui-même. Hastings, toujours curieux, demanda « Que pensez-vous de ces symboles, Poirot? Est-ce lié à la Fraternitas Arcana ?» Le détective hocha la tête pensivement. « Probablement. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Ces gens ne cherchent pas seulement à protéger un artefact perdu. Ils semblent croire qu'il détient un pouvoir capable de changer le cours de l'histoire. » Alors qu'ils continuaient leur exploration, un vieil homme vêtu d'une robe noire s'approcha d'eux discrètement. Son visage ridé portait les stigmates du temps, mais ses yeux brillaient d'une intelligence acérée. « Monsieur Poirot, je présume ?» dit-il doucement en français. Surpris, Poirot répondit dans la même langue. « En effet. Et vous êtes ?» L'inconnu se présenta comme étant Giuseppe Morelli, un historien spécialisé dans les sociétés secrètes de la Renaissance. « J'ai entendu parler de votre enquête et j'ai pensé que mes connaissances pourraient vous être utiles. Ce que vous cherchez n'est pas simplement un artefact. C'est une clé ouvrant une porte vers un savoir interdit. » Intrigué, Poirot invita Morelli à les accompagner.
Pendant plusieurs heures, l'historien leur raconta des légendes fascinantes sur la Fraternitas Arcana et ses origines. Selon lui, cette organisation avait été fondée par des intellectuels de la Renaissance qui souhaitaient préserver des connaissances antiques jugées dangereuses par l'Église catholique. L'artefact que vous recherchez serait une relique contenant non seulement des informations cruciales sur le passé, mais aussi des instructions permettant de contrôler certaines forces naturelles, expliqua Morelli. C'est pourquoi tant de gens sont prêts à tuer pour le posséder. Ces révélations ajoutèrent une nouvelle couche de complexité à l'enquête. Si l'artefact existait vraiment, alors il représentait bien plus qu'un simple trésor historique. Il symbolisait un pouvoir potentiellement destructeur, capable de bouleverser l'équilibre mondial. Le lendemain matin, Poirot décida de rendre visite à une ancienne église située au cœur de Florence, lieu mentionné dans le document trouvé dans le cadre du tableau. Là-bas, ils découvrirent une crypte cachée sous le sol principal, accessible uniquement grâce à un mécanisme secret activé par une pierre gravée d'un symbole identique à celui vu près du corps de la victime. À l'intérieur de la crypte, ils trouvèrent une série de fresques peintes sur les murs, représentant des scènes mystérieuses mêlant science, religion et philosophie. Au centre de la pièce, un autel de marbre noir supportait un coffret en argent décoré de motifs complexes. « Voilà donc ce que tout le monde cherche », murmura Poirot, son regard fixé sur le coffret. Mais avant qu'il puisse l'ouvrir, une voix familière retentit derrière eux. « Je ne pense pas que vous devriez toucher à cela, messieurs. » Ils se retournèrent brusquement pour découvrir Victor Langlais, debout dans l'entrée de la crypte, encadré par deux hommes robustes, armés. Un sourire narquois jouait sur ses lèvres. « Vous avez été très efficace, Poirot, » admit-il. « Mais malheureusement pour vous, je suis arrivé le premier. Maintenant, donnez-moi ce coffret, et personne ne sera blessé. » La situation était critique. Avec seulement Hastings et lui-même face à 3 adversaires armés, Poirot savait qu'il devait agir rapidement. Utilisant toute sa ruse, il engagea l'Anglais dans une conversation distrayante, gagnant précieusement quelques secondes. « Vous savez, monsieur Langlais, je me demande si vous comprenez vraiment ce que cet artefact représente. Êtes-vous prêt à assumer les conséquences de vos actes ?» Langlais ricana. Les conséquences m'importent peu tant que je contrôle le pouvoir. Maintenant, obéissez, ou je serai obligé de passer à des méthodes moins courtoises. Au moment où l'Anglais avança pour saisir le coffret, Poirot fit un geste rapide vers une corde invisible suspendue au plafond. Une trappe se déclencha soudainement sous les pieds des 2 gardes, les envoyant tomber dans une fosse creusée, spécialement pour pièges similaires. Profitant de la confusion, Hastings immobilisa l'Anglais avec l'aide de Poirot. « Bravo, Hastings! Votre réflexe a été parfait !» Haletant, l'Anglais cracha « Vous n'aurez jamais ce coffret. Personne ne doit en connaître le contenu. » Ignorant ces menaces, Poirot ouvrit lentement le coffret, révélant un objet brillant, enveloppé dans un tissu rouge sang. À l'intérieur se trouvait une sphère cristalline, émettant une lumière douce et mystérieuse. Mais juste au moment où Poirot allait l'examiner de plus près, une alarme retentit dans la crypte, signalant l'arrivée imminente des autorités locales. Ils avaient peu de temps pour comprendre ce qu'ils tenaient entre leurs mains. Chapitre 7. La lumière et l'ombre. L'alarme résonnait dans la crypte, brisant le silence séculaire qui avait enveloppé cet endroit depuis des siècles. Hercule Poirot tenait délicatement la sphère cristalline entre ses mains, son regard perçant cherchant à comprendre ce qu'elle représentait vraiment. La lumière douce qu'elle émettait semblait vibrer d'une vie propre, comme si elle contenait un secret ancien trop grand pour être révélé en quelques instants. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hastings, visiblement impressionné par la beauté surnaturelle de l'objet. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il se concentrait sur chaque détail, chaque nuance de la sphère, comme s'il essayait de lire une histoire inscrite dans sa surface polie. Finalement, il murmura « Ce n'est pas seulement un artefact,
C'est un symbole de savoir, de pouvoir et peut-être même de destruction. Leur attention fut distraite par l'arrivée précipitée des autorités locales. Alertés par l'alarme, des policiers armés envahirent rapidement la crypte, encerclant Langley et ses complices immobilisés. L'un d'eux interpella Poirot. « Monsieur, je suppose que vous êtes impliqué dans cette affaire. Veuillez nous remettre cet objet immédiatement. » Poirot hocha gravement la tête. « Naturellement. Mais avant cela, permettez-moi de poser une question. Savez-vous ce que représente cette sphère ?» Le policier haussa les épaules. « Nous avons des ordres stricts de la récupérer et de la transférer sous haute surveillance. Les détails nous concernent peu. » Ces mots confirmèrent les craintes de Poirot. Derrière cette affaire se cachait une organisation encore plus vaste, probablement liée aux puissances politiques ou religieuses modernes. Il décida de coopérer tout en conservant ses propres conclusions secrètes. Une fois la sphère remise aux autorités, Poirot et Hastings furent autorisés à quitter la crypte. Ils regagnèrent leur hôtel sous un ciel désormais teinté de rouge par le crépuscule. Assis dans leur chambre, ils passèrent en revue tous les événements récents. « Tout converge vers cette sphère », dit Poirot pensivement. « Mais pourquoi tant de gens sont-ils prêts à tuer pour elle? Quel pouvoir exact détient-elle » Hastings fronça les sourcils. « Et Eleanor Whitmore, croyez-vous qu'elle soit toujours en sécurité? Après tout, Langley est arrêté, mais ses associés pourraient encore la rechercher. » Le détective belge acquiesça. « Vous avez raison, Hastings, je dois m'assurer qu'elle est protégée. Mais avant cela, j'ai besoin de parler avec Giuseppe Morelli. Son expertise pourrait nous fournir des indices supplémentaires. » Le lendemain matin, Poirot retrouva Morelli dans une petite bibliothèque située près de la Piazza della Signoria. L'historien semblait attendre leur visite, plongé dans l'étude d'un manuscrit ancien. « Ah, monsieur Poirot, j'ai réfléchi à votre découverte. Cette sphère, elle correspond à une légende bien connue dans les cercles ésotériques. On la nomme l'œil de Veritas. » Intrigué, Poirot pencha légèrement la tête. « L'œil de Veritas, que signifie-t-elle exactement ?» Morelli expliqua avec passion. Selon la légende, cet œil serait capable de révéler la vérité absolue, non seulement sur les événements passés, mais aussi sur les intentions cachées des individus. Certains disent qu'il pourrait même influencer les esprits, forçant ceux qui le regardent à avouer leurs secrets les plus intimes. Cette révélation fit frissonner Poirot. Si l'œil possédait vraiment ses pouvoirs, alors il était clair pourquoi tant de personnes étaient prêtes à tout pour le posséder. Mais cela soulevait également une autre question. Qui contrôlait actuellement l'artefact? Plus nous en apprenons sur cet objet, plus il devient évident qu'il doit rester hors de portée des mains avides, conclut Morelli. Mais je crains que cela ne soit déjà trop tard. Les forces qui se disputent cet œil sont bien plus puissantes que vous ne l'imaginez. De retour à Londres, Poirot reçut une nouvelle information qui changea tout. Une lettre anonyme, identique à celle envoyée à Sir Reginald Weatherby, avait été livrée à Scotland Yard. Elle contenait une menace directe contre l'intégrité de l'enquête. « Cela signifie que quelqu'un surveille nos moindres mouvements », déclara Poirot à Hastings. « Et cette personne est prête à tout pour protéger ses secrets. » Il décida de rencontrer personnellement Eleanor Whitmore, maintenant réfugiée dans une maison sûre gérée par Scotland Yard. Lorsqu'ils se rejoignirent, la jeune femme semblait plus calme, mais toujours marquée par la peur. « Monsieur Poirot, je dois vous dire quelque chose d'autre, » avoua-t-elle. « Avant ma fuite, j'ai découvert une liste de noms dans les papiers de Monsieur Langley. Ces noms correspondent à des figures importantes du monde politique et financier. Ils ont tous un lien avec l'artefact. » Poirot sentit une vague de tension monter en lui. « Montrez-moi cette liste, Madame Whitmore. Chaque nom pourrait être crucial. » La liste, une simple feuille de papier froissée, contenait effectivement des noms connus, certains associés à des scandales passés, d'autres parfaitement respectables. Parmi eux figurait celui d'un membre éminent du gouvernement britannique. « Voilà qui complique les choses », murmura Poirot.
Nous sommes face à une conspiration beaucoup plus grande que prévu. Mais rassurez-vous, Madame Whitmore, vous êtes en sécurité ici et je ferai tout pour mettre fin à cette affaire. » Ce soir-là, assis seul dans son appartement londonien, Poirot médita longuement sur les implications de cette enquête. Le costume marron, le document caché, l'œil de Veritas, tout formait une toile complexe où chaque fil menait à une vérité différente. Mais une chose était certaine, la résolution finale approchait. Chapitre 8. La vérité révélée. Le lendemain matin, Hercule Poirot se réveilla avec une clarté mentale inhabituelle. Toutes les pièces du puzzle étaient désormais assemblées dans son esprit, formant un tableau complet qui expliquait chaque événement depuis le début de l'enquête. Mais avant de partager ses conclusions, il savait qu'il devait agir rapidement pour empêcher toute nouvelle tragédie. Accompagné de Hastings, il se rendit directement au quartier général de Scotland Yard, où l'inspecteur Japp l'attendait avec impatience. Lorsque Poirot entra dans la salle de conférence, il remarqua immédiatement une atmosphère tendue parmi les officiers présents. « Quelque chose ne va pas, Japp ?» demanda-t-il calmement. L'inspecteur hocha gravement la tête. « Nous avons reçu des informations inquiétantes. Une tentative de vol a été signalée dans le lieu où l'œil de Veritas est actuellement stocké. Les gardes ont repoussé l'attaque, mais les intrus sont toujours en fuite. » Poirot sourit légèrement, comme s'il s'y attendait. « Très bien. Cela confirme mes soupçons. Permettez-moi de vous exposer ce que je sais. » Il prit place devant le groupe et commença son récit d'une voix posée mais autoritaire. « Tout d'abord, permettez-moi de clarifier certains points. Ce n'est pas simplement un meurtre ou une affaire de vol que nous avons sous les yeux. Nous sommes confrontés à une conspiration internationale visant à contrôler un artefact extrêmement puissant, l'œil de Veritas. » Les regards autour de la table se fixèrent sur lui, attentifs. Le premier élément crucial est le costume marron. Vous vous souvenez tous du témoin oculaire qui a vu cet homme traîner près de la maison de Sir Reginald Weatherby peu avant sa mort. Eh bien, ce costume n'était pas seulement un vêtement banal, il servait de déguisement pour masquer l'identité réelle de l'individu. Hastings intervint, curieux. « Mais qui était-ce, Poirot ?» Le détective répondit sans hésitation. Victor Langley, oui, c'est lui qui a assassiné Sir Reginald, mais il n'a pas agi seul. Derrière lui se cachait une organisation secrète composée de figures influentes, cherchant à protéger leurs intérêts personnels à tout prix. Ces individus craignaient que l'œil de Veritas ne soit utilisé contre eux pour révéler leurs crimes passés ou leur implication dans des activités illégales. Japp fronça les sourcils. Donc, ils ont tué pour empêcher cela ? Exactement. Mais leur plan ne s'arrêtait pas là. Ils voulaient non seulement récupérer l'artefact, mais aussi éliminer toute personne susceptible de découvrir la vérité. C'est pourquoi Eleanor Whitmore a été menacée et pourquoi des tentatives ont été faites pour saboter notre enquête. Poirot marqua une pause dramatique avant de continuer. Maintenant, parlons de l'œil de Veritas lui-même. Selon Giuseppe Morelli, cet objet possède effectivement des pouvoirs extraordinaires, mais ces pouvoirs ne sont pas magiques. Ils reposent sur des principes scientifiques avancés, connus uniquement par quelques experts. En réalité, l'œil est un instrument capable de décoder des codes complexes gravés dans des matériaux anciens, révélant ainsi des informations cruciales sur des événements historiques jusqu'alors ignorés. Un murmure parcourut la salle. Alors, ce n'est pas vraiment un œil magique, juste une technologie ancienne, demanda Japp incrédule. Précisément. Mais pour ceux qui ignorent ces mécanismes, il reste un symbole de pouvoir absolu. Et c'est précisément ce qui attire les convoitises. Avec l'aide de Scotland Yard, Poirot organisa une opération coordonnée pour capturer les derniers membres de la conspiration. Grâce aux informations fournies par Eleanor Whitmore et à ses propres déductions, ils réussirent à localiser plusieurs caches contenant des preuves compromettantes liées aux figures impliquées.
Dans les jours qui suivirent, les coupables furent arrêtés, y compris certains dignitaires politiques et financiers. Quant à l'œil de Veritas, il fut placé sous haute sécurité dans un laboratoire spécialisé où des chercheurs travailleraient à en comprendre pleinement les capacités. Pendant ce temps, Poirot retourna chez lui, satisfait d'avoir résolu une affaire aussi complexe. Assis confortablement dans son fauteuil, il regarda pensivement par la fenêtre, observant les rues animées de Londres. « Savez-vous ce que j'ai appris, Hastings » dit-il soudainement. Son ami leva les yeux de son livre. « Non, Poirot. Donc ? Que même les plus grands mystères peuvent être résolus grâce à la logique et à la perspicacité. Mais surtout qu'il ne faut jamais négliger les petits détails, comme un simple costume marron. » Et sur ces mots, Hercule Poirot ferma les yeux, prêt à plonger dans une nouvelle aventure dès le lendemain. Et oui, comme toujours, la vérité avait triomphé, mais elle avait révélé une facette sombre de l'humanité, celle où le pouvoir et les secrets peuvent conduire à des actes terribles. Pourtant, dans le monde de Poirot, chaque problème trouve sa solution, chaque mystère sa lumière. Chers amis, nous espérons que cette histoire vous a transporté dans un monde de mystère et de suspense, tout en vous offrant un moment de détente et de calme. Avec Hercule Poirot, nous avons plongé ensemble au cœur d'une intrigue captivante où chaque détail comptait, chaque indice avait son importance. N'oubliez pas que le pouvoir de l'observation et de la réflexion peut résoudre les plus grands mystères, même dans nos propres vies. Alors, prenez un instant pour vous poser, respirer et apprécier les petites choses qui vous entourent. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Douce nuit à tous et à très vite pour de nouvelles histoires relaxantes.